Bonjour à tous. Donc moi je suis Patrick Beauvillard, je suis coprésident de Nouvelle Donne. Je suis aussi engagé politiquement en tant que et élu. Avant d'être élu, on est un citoyen engagé, puis parfois, rarement, on se retrouve élu. Je suis conseiller régional d'Aquitaine. Emmanuel Poilane, peut-être qu'on se présente juste pour dire pourquoi on est là. Bonjour, moi je suis Emmanuel Poilane, je suis directeur d'une fondation qui s'appelle France Liberté, qui travaille sur le droit à l'eau et sur le droit des peuples. Et cet engagement associatif m'a amené à rejoindre tout au début le collectif Roosevelt et ensuite Nouvelle Donne. Et les citoyens les adhérents citoyens qui ont choisi les candidats m'ont demandé de les représenter dans l'ouest de la France pour les européennes, ce qui m'a amené à rencontrer un certain nombre d'entre vous, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette première journée des journées d'été. Bonjour, moi je suis Colette Gros, je suis une simple militante, je suis au Conseil national de Nouvelle Donne, j'habite à Romans-sur-Isère et j'ai participé à une aventure qui est la création d'une monnaie locale sur ma ville. Voilà, et alors l'idée qu'on avait en discutant avec Emmanuel, on avait tous les deux une intuition, c'était pas exactement la même, mais on se disait, dans nos journées d'été, on va parler de sujets politiques, bien sûr, mais est-ce qu'on peut pas poser aussi la question de comment on pratique l'engagement politique, et est-ce que les formes d'engagement actuelles dans lesquelles nous sommes tous, ou pas, hein, mais ne sont pas peut-être parfois périmées, obsolètes. Et donc on avait échangé comme ça, et l'idée est venue, on va voir si c'était une bonne, enfin on le saura sur le coup de 18 heures, l'idée est venue de se dire, peut-être qu'on peut faire témoigner quelques personnes de leur engagement. Moi j'ai un engagement politique, et élu à la région, Emmanuel dans une fondation, Colette auprès d'un mouvement associatif de monnaie locale, et parmi vous, je suis sûr qu'il y a d'autres expériences qui pourront aussi témoigner, et d'essayer de regarder à la fois les forces de ces engagements-là et leurs limites. Et je pense qu'on voit on va voir dans nos échanges que nos formes d'engagement actuelles sont limitées par nature. Et peut-être dans un deuxième temps, du coup, de se dire, est-ce qu'on peut pas faire sauter ces limites-là? Est-ce qu'il n'y a pas des thèmes qui sont transverses sur lesquels on pourrait essayer de faire sauter ces limites-là? Et à ce moment-là, plutôt que d'avoir des grands discours et des théories un peu abstraites, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas prendre un thème particulier, qui est cher en général aux adhérents de Nouvelle Donne, et à Emmanuel particulièrement, puisque c'est lui qui l'a proposé, qui est de se dire, prenons cette phrase qui est « notre adversaire, c'est la finance », et essayons de voir comment on peut lui donner du sens, comment on peut la mettre en action, comment on peut, sur cette phrase-là, essayer de dépasser les modes d'engagement actuels, puisqu'on voit bien que c'est plafonné, hein, le monde politique bouge pas, le monde associatif n'arrive pas à faire bouger, etc. Et comment on peut essayer d'inventer des trucs qui nous permettraient de montrer que d'autres formes sont nouvelles. Et l'idée, c'est que si sur le coup de 18 heures, on a quelques pistes concrètes, on a un peu d'envie, et on a dans cette salle un peu d'espoir de se dire, ouais, c'est possible si on se retrousse les manches et on pourrait essayer de lancer peut-être un groupe d'action, eh ben, on serait super content. Et donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on démarre avec un court témoignage de Colette Emmanuel, après que d'autres personnes engagées dans la salle puissent témoigner aussi des limites qu'ils voient dans leur engagement, et puis qu'à partir de là, on passe à la deuxième phase, plus opérationnelle, autour de cette idée, notre adversaire, c'est la finance. Ça vous convient, ça, comme parcours expérimental? Alors, on est très nombreux pour un truc coopératif, mais comme à Nouvelle Donne, en général, on s'écoute plutôt bien. Je pense que ça devrait le faire, quoi. Ça va? Colette, les limites, les avantages d'un engagement comme les monnaies locales. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. D'accord, je te permets. Donc, à Romans-sur-Isère, le 28 mai 2011, il y a une nouvelle monnaie qui s'est mise à circuler dans les alentours de Romans et sur Romans, et une monnaie qui s'appelle la mesure. Donc, ça a été une grande aventure qui a pris comme point de départ le mouvement de ville en transition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Mais donc, il y avait quelques citoyens qui faisaient partie de ce mouvement et qui ont été assez moteurs pour aboutir à cette création de cette monnaie. Donc, au début, cette monnaie s'est petit à petit diffusée. On est arrivé à une soixantaine de prestataires, c'est-à-dire de commerçants qui acceptaient cette mesure. La mesure, sa valeur était correspondante à l'euro, c'est-à-dire une mesure valait 1 euro. Et donc, quand on était utilisateur, on ne pouvait pas transformer ces mesures. Il fallait forcément les dépenser auprès des prestataires. Mais par contre, les prestataires avaient le droit, moyennant une petite taxe, avaient le droit de les retransformer en euros. Ça a été une grande aventure intellectuelle parce que avant de se mettre en place, on a beaucoup réfléchi collectivement à ce qu'était l'argent, la monnaie, à quoi ça servait. Quand on a décidé de mettre en place la mesure, on avait comme objectif de vraiment travailler au niveau local, de faire vivre des producteurs locaux, de l'économie locale et aussi s'engager en solidarité avec, par exemple, une ferme de nouveaux agriculteurs qui vivaient en communauté. Et donc au début c'était très dynamique, on était dans une phase en expansion. Mais ce qui a été très dommage, donc j'arrive aux limites, malgré donc cette belle aventure intellectuelle et c'était très sympa d'aller échanger. Il y avait une connivence avec les commerçants, de payer en mesure. On jouait à l'épicerie, c'était bien et c'est vrai que ça a développé un petit réseau. Donc tout ça a été très positif. Mais on n'a pas pu transformer cette mesure en une monnaie officielle. C'est-à-dire, par exemple, la municipalité n'a pas accepté de l'utiliser, n'a pas accepté d'en faire un outil pour elle d'intégration sociale, c'est-à-dire justement profiter de cette création monétaire pour en faire un outil pour aider les gens à vivre collectivement avec, par exemple, on a un peu fait avec des coiffeurs, des masseurs, d'utiliser la mesure et d'être que dans un circuit pas vraiment marchand, un peu une production locale. Et donc, petit à petit, ce qui a pris dessus, c'est les conflits interpersonnels. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné et on est resté entre soi. Après, petit à petit, c'est toujours les mêmes qui font les choses, toujours les mêmes qui achètent des mesures. Donc, après, on est tombé à une quarantaine d'utilisateurs. Et on en est à ce point-là actuellement. On vivote, on est entre soi et on continue quand même, mais on ne peut pas dire que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au départ, qu'on ait réussi. C'est intéressant, enfin, moi, il y a plusieurs éléments que je trouve intéressants dans le témoignage de Colette. D'abord le fait que ces initiatives sont, tu as dit, une aventure intellectuelle, c'est-à-dire que l'objet vraiment de réflexion sur le sens des choses, le sens de l'argent, qu'est-ce que c'est que la richesse, qu'est-ce que c'est que l'économie, les échanges, etc. Et donc ça c'est extrêmement nourrissant et ça fait avancer et ça crée une dynamique. Et puis en même temps, si cette initiative n'est pas relayée, ne prend pas un peu d'ampleur et n'est pas relayée, alors on tombe dans l'entre-soi et puis on perd cette dynamique-là. Donc on voit bien déjà que ces expérimentateurs-là, comme tous ceux qui travaillent sur les monnaies locales, ils arrivent à condition de se mettre en chaîne avec d'autres et de trouver d'autres relais. Donc là, il y a déjà peut-être un premier levier à l'action. Comment on peut, Patrick Vivray dit souvent, mettre en chaîne
et mettre en scène aussi, mais mettre en chaîne ces initiatives. On voit que si on n'arrive pas à le faire, on a des limites à l'engagement. Donc premier exemple. Deuxième exemple, Emmanuel, peut-être ? Peut-être. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui quand on pense politique, c'est redonner le sens aux mots. C'est-à-dire que, quelque part, on fait tous de la politique, qu'on le veuille ou non, puisque on participe à une société, et en faisant ça, forcément, on fait de la politique. Malheureusement, certains l'oublient, et on peut se poser la question de savoir si on oublie de faire de la politique, est-ce que c'est pas simplement la société qui meurt ? Et si la France a une caractéristique, c'est son tissu associatif extrêmement développé, multiple, différencié, qui va du sport, en passant par la culture, en passant par l'engagement citoyen, par l'économie locale. Et je ne sais pas si vous avez vu la publicité qu'avait fait le ministère de l'économie sociale et solidaire qui avec un iceberg, montrait les millions d'emplois qui étaient créés autour de l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble de sa multiplicité. Et l'intérêt de cette économie sociale et solidaire, c'est justement qu'elle ne se construit pas sur quelque chose de global, mais qu'elle finit par avoir un poids tout à fait intéressant. Alors, évidemment, les monnaies complémentaires sont un exemple de ce que l'on peut faire en termes d'économie sociale et solidaire. Et en même temps, dans le monde associatif, dont je fais partie de par mon travail, et ce depuis de très longues années, on a quand même l'ambition de faire plus, de se dire il est possible d'agglomérer toutes ces initiatives et à un moment donné de peser suffisamment fort pour qu'on puisse faire passer le message que la croissance, on n'y croit plus, que penser que c'est en vendant des centrales nucléaires, des TGV et des Airbus qu'on va solutionner le problème de l'emploi en France, on n'y croit plus, et que par contre, toutes les initiatives locales, tout ce qui va faire que le lien entre nous va pouvoir se reconstruire, ça va amener de l'élan, de l'envie de vivre ensemble, et du coup redonner de la force aux territoires qui sont les nôtres, et donc renforcer notre capacité à mieux vivre ensemble et à s'entraider plus. Et donc, comme on travaille sur des thématiques diverses et variées, et magie du micro, comme on travaille sur des thématiques diverses et variées, on a essayé de regarder quelles pouvaient être les initiatives de nos gouvernants pour essayer d'en saisir certaines, s'en emparer et pour le coup faire entendre suffisamment fort ce que peut être un message des citoyens européens ou français, et de se dire que peut-être que nos gouvernants seront capables d'entendre si le cri est suffisamment fort. Et donc, quand l'Europe a créé l'initiative citoyenne européenne, on a tout de suite saisi cette opportunité avec de nombreux acteurs en Europe, notamment les syndicats, et c'est d'ailleurs les syndicats qui ont pris la tête de cette initiative citoyenne européenne qui s'est appelée Right to Water, pour le droit à l'eau en Europe. Et donc on a construit cette initiative citoyenne européenne qui vise à faire signer les citoyens, comme vous et moi. Et si on réussit à regrouper plus d'1 million de citoyens répartis dans au minimum 7 pays, répartis équitablement, on a l'opportunité d'obliger la Commission européenne de se saisir de cette demande, de cette question, pour essayer de faire bouger les lignes. Et évidemment, regrouper plus d'1 million de signatures en Europe dans au minimum 7 pays, c'est pas simple. Et les États font ce qu'il faut pour que ça ne le soit pas, puisqu'ils mettent toutes les démarches administratives qu'on peut imaginer et qui sont complètement bloquantes et qui imposent quelque part d'avoir une puissance associative très importante pour réussir ce pari.
Et ce pari, on l'a rempli. C'est-à-dire que grâce à l'action de dizaines d'associations un petit peu partout en Europe, puisque l'initiative s'est déroulée dans 13 pays, on a réussi à regrouper presque 2 millions de signatures partout en Europe, et donc d'être entendu par le Parlement européen. Ça a fait l'objet d'une grande manifestation à Bruxelles qui regroupait plus de 400 personnes dans une grande salle, en présence du vice-président de la Commission, en présence de plusieurs commissaires, d'une cinquantaine de députés européens, et d'avoir à la même tribune des représentants de syndicats, d'associations et des commissaires européens, c'était quelque chose de très intéressant. C'était quelque chose de très intéressant parce que quand les syndicats, quand les associatifs parlaient, on avait vraiment l'impression que, notamment le vice-président de la Commission, hallucinait complètement d'entendre des messages à la fois simples et clairs, mais tellement loin des idées néolibérales qui sont les leurs, qu'il avait même du mal à comprendre les mots. Et il l'a dit. Il a dit qu'il était surpris et que c'était compliqué et qu'il ne savait pas comment il pourrait faire, etc. Et ça c'était intéressant parce que le gouffre qui existe aujourd'hui entre les peuples et leurs dirigeants devient vraiment trop grand et il faut qu'on réussisse à retrouver du lien pour faire en sorte d'être entendus comme peuple, comme simple citoyen, pour dire nous ce qu'on veut c'est pas forcément de la croissance. Tel que vous le dites, nous ce qu'on veut c'est être capable de vivre ensemble, confortablement, en faisant en sorte que nos enfants aient un avenir. Et ce qui est terrible dans les organisations gouvernementales qui sont les nôtres, c'est que derrière ce moment un peu particulier où les commissaires européens étaient à la même table que les associations, derrière ce moment-là, évidemment, ils se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes et ils nous ont fait une jolie note quelques semaines plus tard pour nous dire qu'ils avaient trouvé que la démarche démocratique était très intéressante, qu'ils nous félicitaient, qu'évidemment l'Europe était formidable et avait déjà pris en compte et faisait même déjà ce que l'on demandait, et surtout ils disaient que de toute façon eux ils y pouvaient rien et que c'était à chaque État de se débrouiller. Alors derrière ça, je dirais, je comparerais ça à ce que Colette nous a dit sur la monnaie complémentaire à un niveau local. Quelque part, c'est de se dire qu'au niveau global, les institutions qui sont les nôtres n'écoutent plus ce que l'on a à dire. C'est-à-dire que si on est capable de regrouper la signature de 2 millions de citoyens qui disent « Nous, sur l'eau, on ne veut pas de néolibéralisme, on veut que ce soit géré par le service public, on veut que ce soit partagé, on veut que ce soit accessible à tous, on veut aider les pays qui ont des problèmes d'accès à l'eau parce qu'on a la chance d'être riches et que d'autres sont beaucoup plus pauvres. » Ben, si ce message-là, avec 2 millions de signatures, ne peut pas être entendu un minimum, si ça n'enclenche pas de changement, ça veut dire que nos gouvernants sont simplement sourds. Et ils sont préoccupés par d'autres ambitions, ils sont sous pression d'autres lobbies, et malheureusement, le lobby populaire n'est plus un lobby qui porte. Et c'est vrai que derrière cette formidable réussite, ben, il y a malgré tout un échec, puisqu'on voit que malgré la force et malgré l'empreinte qu'on peut donner, eh bien derrière ça, il ne se passe rien. Donc voilà, moi je ressors quand même très encouragé et très content de voir qu'il est possible aujourd'hui en Europe de regrouper 2 millions de citoyens derrière une question qui est importante. Mais je reste très interrogatif sur les méthodes à trouver pour faire en sorte que nos gouvernements puissent devenir un peu moins autistes, et puissent écouter un petit peu plus et faire en sorte de comprendre simplement ce que la population dit quand elle parle de partage, même si c'est pas bon pour la croissance. Et moi, pour compléter ce paysage-là, alors d'un côté, il y a Colette qui nous dit
notre initiative citoyenne, elle est intéressante, etc. Elle crée une avancée intellectuelle, elle crée de la convivialité, elle crée du lien social, etc. Mais si elle n'est pas relayée par le politique pour être installée, alors on coince. Emmanuel, il nous dit, mais on est capable de monter un mouvement citoyen énorme, et quand on présente ça à des élus, ils nous disent, super intéressant, mais je peux rien pour vous. Et quelque part, moi, je me retrouve très très bien dans la position du député européen qui te dit ça en tant qu'élu au Parlement d'Aquitaine. C'est-à-dire qu'il m'arrive tellement souvent de recevoir du courrier de gens qui me disent des choses super intéressantes et que je leur réponde « c'est super intéressant, je peux rien pour vous ». Et pourtant, je suis élu. Je suis un citoyen qui un jour s'est engagé, qui a eu la chance, par un concours de circonstances étonnant, c'est pas le moment, mais de se retrouver élu et qui est un élu totalement impuissant. Alors, un élu sympa, hein, moi, du coup, j'en suis arrivé à être siéger indépendant, sans faire, bien que ça soit un scrutin de liste, à être non inscrit, etc. Alors, élu, comme il n'est pas inscrit, on lui donne des petits os à ronger, ou de temps en temps, on lui donne des trucs parce que il est sympathique, il est constructif. Donc, on voit bien qu'on va pouvoir, à la marge, faire avancer un exécutif. En même temps, quand on est dedans, quand on est dans l'institution politique, on se rend compte qu'elle est verrouillée de partout. Et donc, c'est quand même très, très troublant. Et puis, il y a une quatrième catégorie. J'avais envie d'avoir ces gens-là, mais on a eu des conflits d'agenda qui font que c'était pas possible. Mais on voit aussi des gens qui sont dans le secteur associatif et que eux revendiquent leur marginalité. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, on s'engage, mais comme on sait que de toute façon ça ne pourra pas être relayé, eh ben, on revendique notre marginalité, et ils tombent dans une sorte d'entre-soi volontaire. Hein. Donc il y a l'entre-soi subi, il y a l'entre-soi volontaire qu'on voit aussi dans le champ associatif, mais on se rend compte que finalement toutes ces graines d'action, elles se neutralisent les unes les autres. Alors je ne sais pas si avant de passer à la deuxième phase, il y a des gens là qui ont des engagements et qui voudraient aussi témoigner peut-être des avantages de ce que ça apporte, et en même temps des limites de ces engagements si on n'arrive pas à changer ces frontières entre les différents mondes syndicaux, associatifs, politiques, etc. Je sais pas s'il y a... Je sais que parmi les adhérents de Nouvelle Donne, il n'y a presque que des citoyens engagés. Il y en a qui veulent témoigner, apporter un concours. Tu peux lui monter le micro? Voilà. J'ai vu 2 mains se lever, peut-être une troisième, une main féminine aussi... L'idée, c'est de comprendre en même temps la richesse qu'on pourrait décoincer si on arrivait à mettre les choses en chaîne et puis ce qui nous retient. Excusez-moi, je reste assis, je ne peux pas rester debout. Edmond Harlet, donc je suis syndicaliste depuis 42 ans. J'ai commencé au niveau national et international, à la Confédération mondiale du travail, à l'Organisation internationale du travail. Je termine à la base comme président de l'union départementale de mon département des Pyrénées-Orientales à Perpignan pour encore 15 jours. Et pourquoi j'ai décidé pour la première fois de participer à une réunion de partis politiques. Je ne dis pas de politique, j'en ai fait toute ma vie, car le syndicalisme c'est hautement politique, mais d'un parti politique. C'est parce que j'ai l'impression aujourd'hui d'être dans une impasse. Qu'est-ce que je constate? J'ai fait 3 constats qui m'ont amené à être ici aujourd'hui. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le syndicalisme, qu'il soit réformiste ou contestataire, moi, je suis un syndicat de construction sociale, il y a la CGT qui est de l'autre côté. Ensemble, on avait fait le progrès social, notamment depuis le Conseil national de la résistance. Or, aujourd'hui, on nous propose, soi-disant, des réformes qui sont en fait l'organisation de la régression sociale. Face à cette régression sociale organisée, les syndicats ont 2 attitudes possibles. Celle de mon syndicat, où je suis un peu contestataire, qui dit on accompagne pour que ce soit le moins mal possible. Et celle de la CGT qui dit on n'accompagne pas, on s'y oppose et qui n'arrive pas à s'y opposer. Et bien que je sois de l'extrême sud, mes racines paternelles sont ici, j'ai beaucoup de famille à Amiens, et l'exemple d'Amiens est typique de cette impasse avec Goodyear, les 2 usines Goodyear. Il y en a une où les salariés ont dit on va céder sur nos droits sociaux, on va céder sur nos conditions de travail pour sauver l'entreprise. Et de cette entreprise, c'est devenu le calvaire pour les salariés. Et dans l'autre Goodyear, les salariés ont dit non, nous on ne fait pas de concessions. Et leur entreprise est en train de disparaître et leur travail avec. Et face à cette impasse syndicale, je me suis dit, aujourd'hui, il faut dépasser le
syndicalisme pour faire une nouvelle construction, comme ça s'est fait, syndicalistes, politiques, intellectuels, ensemble dans le Comité national de la résistance. Le deuxième constat, c'est ma fille qui est sociologue qui m'a éclairé sur ce qui se passait. Elle a fait sa thèse sur les cabinets ministériels et les sénateurs dont elle a dénoncé le comportement lui ont donné le prix de thèse du Sénat à l'unanimité, ce qui est incroyable. Et elle a démontré que la classe politique dans son ensemble est tombée dans l'asservissement volontaire. Les politiques ont organisé la régression de leur pouvoir au profit de celui de la finance, volontairement. Certains à droite en disant « c'est bien » et certains à gauche en disant « on ne peut plus faire autrement ». Ma fille me disait ce que j'ai entendu le plus souvent dans les cabinets de gauche, c'est « on ne peut pas faire autrement ». Ce renoncement politique, je me suis dit, là, il y a quelque chose de très grave et il faut absolument qu'il y ait un sursaut politique, des gens qui, non pas qui disent que les politiques reprennent le pouvoir, mais un parti politique qui disent qu'il faut redonner le pouvoir politique sur l'économie et la finance aux citoyens de ce pays. Et la troisième chose qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est le résultat des élections européennes. Face à cette désespérance politique et à cette désespérance sociale, on a vu le résultat des extrêmes qu'on a déjà vu, je suis historien de formation, qu'on a déjà vu dans l'histoire, et pas seulement dans les années 30, mais déjà au Moyen-Âge, déjà au temps moderne. Et je me suis dit, il faut proposer autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? La démocratie, face à Reagan et Thatcher en 1982, j'avais écrit un article qui avait été publié dans La Croix, et dans lequel je disais, si on remet en cause le progrès social, on condamne la démocratie. Car ce n'est pas le libéralisme qui a fait la démocratie, c'est le progrès social qui a fait la démocratie. Et c'est le progrès social qui a fait le développement économique. Et c'est le progrès social qui unit les peuples vers un meilleur avenir commun. Or, aujourd'hui, que nous propose le gouvernement de droite et de gauche? Qu'est-ce que voient les Français? C'est qu'ils vivent moins bien qu'hier, et surtout, et c'est ça la désespérance, c'est qu'ils vivent, que leurs enfants vivront plus mal qu'eux. Et ça, c'est désastreux pour une société. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il faut qu'un mouvement politique ne croit pas et n'ait pas l'ambition de tout faire tout seul, mais se dise qu'il faut un catalyseur, comme dans le Conseil national de la résistance, pour regrouper ensemble tous les gens autour d'une seule bannière, comment faire en sorte que demain, nos enfants vivent mieux que nous. Votre témoignage est très riche et il met en scène un autre champ qu'on n'avait pas évoqué, le champ syndical, et il met en scène aussi l'importance, je faisais référence à Patrick Vivray tout à l'heure, je ne sais pas si certains connaissent ce que Patrick dit souvent, que pour changer la société, il faudra mettre en place le trépied du rêve. Avec le trépied du rêve, il y a le E du rêve, c'est les expérimentateurs. Moi, je pense que les gens qui font des monnaies locales complémentaires font partie de cela. Le V, c'est ce que le politique devrait être, à condition qu'il n'ait pas choisi cet asservissement volontaire dont vous parlez. Et puis le R, c'est ceux qui résistent. Hein, et c'est ce que vous avez si bien dit aussi, c'est-à-dire ceux qui refusent de dire on ne peut pas faire autrement. Hein. Le jour où on dit ça, c'est que la politique ne veut plus rien dire. Donc là encore, je crois que votre témoignage montre bien que si on veut arriver à une transformation, il va falloir qu'on dépasse des frontières qui séparent aujourd'hui ces mondes-là. Moi, j'aimerais qu'on ait peut-être encore 2 interventions qui viennent de la salle sur ces limites à l'engagement des uns et des autres. Et puis comme ça nous laissera l'autre moitié du temps pour essayer de se dire, est-ce que sur un sujet concret, on peut les dépasser? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on... Ah, il y a... Moi, j'aime bien parce qu'il y a une dame là et on essaie d'être un peu... Hein? Ouais, un peu, pas trop, oui. Mais on essaie d'alterner la parole quand même autant qu'on puisse. Alors, à brûle-pourpoint, en espérant ne pas être hors sujet, je suis très étonnée depuis mon engagement politique au sein de Nouvelle Donne, qui est le premier pour ma part. Donc je n'ai eu aucune activité syndicale ni politique.
Quand j'interpellais les personnes dans la rue à l'occasion de la campagne européenne, le seul fait de dire nous sommes un nouveau parti politique, la plupart du temps on se fermait les portes. Il y a un rejet du terme politique. Par ailleurs, j'ai eu la démarche donc aussi de m'engager pour la première fois aux élections municipales. Et là, je n'ai eu affaire qu'à des personnes qui revendiquaient d'être apolitiques. Certaines, de mon point de vue, malheureusement, l'étaient totalement, et donc étaient hors sujet, et ne pouvaient pas, de mon point de vue, représenter de façon efficace leurs concitoyens qui pouvaient éventuellement les élire. Et à contrario, d'autres personnes se cachaient. Et par exemple, leurs citoyens électeurs se retrouvaient éventuellement avec des personnes Front National, avec des conséquences éventuellement très désagréables pour ces concitoyens qui éventuellement avaient élu des personnes soi-disant apolitiques. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir collectivement le terme politique pour éviter que des personnes rejettent un terme qui après les empêche d'avoir une action? Oui, et encore un témoignage intéressant sur l'engagement dans un conseil municipal où tu découvres que finalement la politique est prise, a perdu son sens finalement. Merci beaucoup. Alors j'ai un autre point de vue aussi à faire part sur la question donc, qui rejoint de mon point de vue la financiarisation, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir le mot entreprise? Parce que personnellement, quand j'entends l'entreprise est la seule façon de créer de la valeur, sous-entendu pour la plupart de la monnaie, de la finance, pour moi, une entreprise, c'est un moyen collectif de satisfaire des besoins et des envies humains. Et on va s'échanger de la monnaie, parce que c'est plus efficace que le troc. Surtout dans mon petit village de 1500 habitants. Voilà, je pense que ça ferait peut-être avancer la possibilité d'agir chacun à notre niveau. Et autre chose, et dernier point, j'ai été assez étonnée dernièrement au sein du comité local des Landes. Certains, me semble-t-il, se posaient la question, mais enfin, pour moi, un parti politique a vocation à gagner des élections. Je n'ai pas cru comprendre de la part des personnes qui m'entouraient que voilà, la raison d'être d'un parti politique était de concourir, entre guillemets, à une élection. Je pense qu'ils attendent éventuellement, ou qui peut-être ils vont proposer dans les jours à venir, d'autres modalités d'action. Et certains ont même rejeté le terme de parti politique. Et donc le fait de dépasser ces frontières entre les différents mondes va sans doute aussi nécessiter de re-questionner le sens de certains mots comme politique, comme entreprise, et les pratiques qui sont associées à cela. Emmanuel me disait qu'il y avait un jeune homme au pull rouge là-haut qui demandait la parole. Mais je le vois pas. Ah, il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Je vous remercie. Bonjour, je me présente, Elliot Nouaille. Je viens du 92 et Hauts-de-Seine, de Boulogne-Billancourt plus particulièrement. Et alors c'est assez drôle parce que quand Patrick évoque des difficultés dans les instances, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être élu lycéen, puisqu'il existe en fait une démocratie dans nos instances qui permettent de porter des revendications. Et mes camarades m'ont élu pour que justement je puisse apporter leurs idées. Eh bien on est confronté en fait au même souci déjà dans nos lycées, où en fait on vient, on a cette envie de changer les choses, de transformer la société, et on comprend très rapidement qu'on peut pas, qu'on nous prend, enfin c'est une chimère, une illusion. On se paye de notre tête et on vient pour brasser du vent. Et donc, moi, quand j'ai commencé cet engagement lycéen et que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas bouger les lignes, je suis ensuite devenu syndicaliste lycéen pour justement voir avec les gens qui, tout comme moi, voyaient qu'on nous prenait pour des cons, il faut le dire. Eh bien, on a commencé aussi à vouloir changer les choses, mais du coup, dans le domaine associatif. Et on s'est demandé, mais quel levier on peut avoir pour justement
qu'on nous écoute enfin. Tout à l'heure, on disait les institutions n'écoutent plus, mais elles ne veulent pas écouter, je pense. Et on parlait aussi du lobby populaire qui ne porte plus. Et c'est là le deuxième problème. Le premier problème, c'est qu'on ne fait plus confiance en la jeunesse, alors qu'elle est la future société, la France de demain, qu'elle porte les germes de l'avenir. Et bien, ce manque de confiance qu'on a attribué à la jeunesse, maintenant la jeunesse n'a plus envie de s'engager. Les lycéens s'en fichent. La jeunesse s'en fiche parce que la politique n'a pas eu confiance en sa jeunesse. Et c'est pas en fait la jeunesse qui s'est désintéressée de la politique. C'est la politique qui s'est désintéressée de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là, on a envie que nos camarades s'investissent, s'engagent, et eux aussi bougent les choses. Et ils veulent plus. Ils veulent plus. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, que je suis là, c'est pour trouver cette innovation politique, parce que je pense qu'il faut trouver cette innovation pour qu'on redonne goût à la politique, notamment à la jeunesse. Bravo. Alors, c'est vraiment super ces témoignages parce qu'on voit, quel que soit le secteur sur lequel on s'est impliqué, monnaie locale, ONG, syndicalisme, conseil municipal, conseil lycéen, syndicalisme lycéen, on voit à la fois qu'on est capable de générer de l'énergie, dans un premier temps tout au moins, et puis que l'impuissance va finalement créer du conflit, du repli sur soi, du désengagement, etc. Et donc on est dans cette situation. Et ce qui nous intéressait, quand on a réfléchi à cette table ronde, qui n'est pas ronde, qui n'est pas une table, mais voilà, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, plutôt que d'avoir une table ronde sur le désengagement, essayer de se dire, prenons un thème particulier, dont on sait qu'il fédère largement à Nouvelle Donne, et qu'il y a même s'il y a des gens qui ont voté au deuxième tour des élections présidentielles, cette phrase du Bourget, notre adversaire c'est la finance, elle a quand même fait que certaines personnes qui n'auraient peut-être pas voté cela ont fini par se dire c'est vers ça, parce que au moins ça fait socle. Et là-dessus, en même temps, on est dans l'impuissance absolue et totale, malgré tout ce qui a été annoncé. Donc, est-ce que, ensemble, on peut mettre des idées sur la table, concrètement et moi, je vais passer le micro. J'ai la partie la plus facile maintenant, c'est d'écouter, de prendre des notes pour essayer d'agréger. Et c'est Emmanuel qui essaie de passer à, voilà, est-ce qu'on peut agir, inventer des nouvelles manières de faire des choses et de mener des actions. Juste une petite réaction à vos propos tout à l'heure sur le fait d'imaginer qu'on puisse faire que nos enfants vivent mieux que nous. Le hasard de la vie a fait que j'ai vécu à Madagascar au moment de la révolution malgache, et donc 1 an avant et 1 an après. Et 1 an avant, on sentait que la tension était là, et que le pays marchait pas bien. Mais les changements n'étaient pas envisageables. C'est compliqué de changer, en fait. Et si on ne le veut pas vraiment, on ne change pas. Et quelque part, on s'enferme dans un système qui ne marche pas. Et puis, un matin, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, il y a une révolution qui s'enclenche, et tout d'un coup, toutes les villes sont mises à feu et à sang, et centaines de morts le premier jour, et tout d'un coup, on redécouvre qu'on est humain. On redécouvre de la solidarité, on redécouvre de l'incompréhension, on redécouvre des marges de manœuvre, parce qu'il faut bien s'organiser autrement. Et on se rend compte qu'en fait, parce qu'à un moment donné, l'homme devient fou et que la violence l'emporte, derrière ça, c'est l'humanité qui ressurgit. Et moi, ce que j'espère, après je suis naïf peut-être, mais j'attends le jour où l'humanité va être capable de changer sans être obligée de passer par la case violence. Et quelque part, le pourquoi de Nouvelle Donne, pour moi, c'est ça. C'est d'imaginer qu'on puisse nous engager en politique, faire en sorte de proposer des idées dans une forme de non-violence, mais en les portant fortement, mais dans une forme de révolution citoyenne et pas d'une révolution brutale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de la finance, parce que comme vous, comme tout le monde, j'ai un compte en banque, c'est vachement pratique. Aujourd'hui, je ne peux plus dire que j'ai un banquier parce que je fais tout par Internet. Et puis de toute façon, ce banquier, je ne l'intéresse pas, donc ça tombe très bien comme ça. Il ne m'embête pas, je ne l'embête pas. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que je cautionne.
en ayant un compte en banque, je cautionne. Et quand François Hollande dit mon adversaire c'est la finance, bah, bon, j'étais déjà bien décidé à voter contre Sarkozy, mais je me suis dit pourquoi pas voter Hollande. Et c'est vrai que quand avec Pierre et avec d'autres, on a été à l'Assemblée nationale plusieurs fois pour discuter de la loi de séparation des banques, et qu'on s'est trouvé face à des députés qui avaient entendu le patron de la Société Générale leur dire que de toute façon, ça ne le dérangeait pas parce que leur loi ne toucherait pas 1% de ces activités, et qu'on a vu dans la foulée ce même Parlement voter en chœur pour le projet de loi qui était sans intérêt. Là, on s'est dit qu'on avait un vrai problème. C'est-à-dire que quand on nous dit que les politiques est gouverné par la finance, j'ai du mal à me résigner à ça. Mais là, quelque part, ce gouvernement de gauche, en n'ayant pas le courage d'engager réellement cette révolution, comme avait pu le faire Roosevelt dans les années 30, bah, a marqué d'une pierre rouge, au fer rouge en tout cas, le fait que le politique aujourd'hui est gouverné par la finance, et c'est pas l'inverse. Et donc, ça amène à tout un tas de délires, parce que pour moi, ça tient au délire. Quand on nous dit que la BNP va payer 9 milliards de dollars d'amende et que ça pose aucun problème et que ça change rien pour nous, ben, moi, personnellement, je trouve ça plus que choquant, et je suis encore plus choqué de voir que le premier ambassadeur de la BNP auprès des États-Unis, c'est notre ministre des Affaires étrangères, qui va défendre la BNP au niveau de l'État américain pour dire c'est une banque internationale, vous n'avez pas le droit de mettre des amendes comme celle-là. Moi, personnellement, je dirais, ok, la BNP est capable de payer 9 milliards de dollars aux Américains comme amende, mais en ces cas-là, on la double, on récupère 9 milliards pour la France, et puis ça donnera un coup de main. Comme de toute façon, ça ne change rien. Tout ça pour dire que notre adversaire, c'est la finance. Maintenant, comment on fait? Là, ça m'intéresse d'avoir vos idées et vos modes d'action, et qu'on ait de l'innovation, de l'invention. Il y a quelques mois, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça doit faire 2 ans maintenant, au moment où on travaillait sur la lutte contre les paradis fiscaux, on s'est regroupé à plusieurs associations avec Sauvons les riches, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association, sûrement, Génération précaire, etc. Et puis on s'est regroupé, on était, je ne vais pas dire de bêtises, on devait être une trentaine. Et à 30, on est allé s'installer sereinement devant le siège de la BNP, boulevard des Italiens, avec un petit micro et puis 2-3 banderoles. Et on était très surpris parce que c'est une très grande banque avec des très grandes portes et beaucoup de gens à l'intérieur. Et en l'espace de quelques minutes, le siège de la BNP a fermé ses portes purement et simplement. Il devait avoir peur de 30 personnes devant, je sais pas. Et du coup, on s'est retrouvés, nous, petits militants, à dire on peut lutter contre les paradis fiscaux, et si on n'est pas capable, nous, en tant que citoyens, de dire c'est inacceptable qu'une grande banque comme la BNP ait plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux, on s'en sortira pas. Et du coup, il y avait des médias, et ça nous a fait beaucoup rire parce que le premier média qui a passé un article sur le sujet, c'était boursorama.com. Et du coup, il y a eu des articles, il y a eu un petit peu d'informations, alors que cette action, c'était rien. C'est 30 personnes un peu illuminées qui se mettent devant le siège de la BNP et qui tout d'un coup font fermer le siège et disent on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord sur des questions de fond. C'est pas un enfantillage. C'est quelque chose dont on est tous conscients aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'interroge. C'est mon adversaire, c'est la finance, mais tout continue comme avant. Et j'aimerais qu'au lieu de voir des pubs pour les banques,
au cinéma ou à la télé, on puisse transformer ça. Et donc, cette idée-là, elle est valable chez Nouvelle Donne, mais quelque part, elle est valable aussi chez Europe Écologie Les Verts, elle est valable chez une partie du PS, elle est valable au parti de gauche. Et donc, quelque part, il y a plein de citoyens qui aujourd'hui en ont ras-le-bol d'être prisonniers de ces banques qui jouent au casino et que l'on cautionne, parce que s'il y a un moindre pépin, c'est nous qui payons. Donc, moi, je vous pose la question, comment imaginez-vous qu'il soit possible demain de raisonner autrement pour faire que ce message-là soit entendu vraiment? Est-ce qu'il faut faire des choses globales? Est-ce qu'il faut faire des choses locales? Est-ce qu'il faut se regrouper? Est-ce qu'il faut, voilà. Est-ce que vous avez des idées pour faire en sorte que les choses bougent? Bah, dis donc, être entendu suffisamment fort pour faire que ça change tout simplement, parce que c'est pas très compliqué. Nouvelle Donne dans ses propositions, a dit par exemple que simplement, si les banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux ne pouvaient plus avoir accès au financement public, ce serait une vraie solution. Donc comment faire pour que ce message, pour que ces idées évidentes que l'on porte, bah, puissent enfin être mises en œuvre? Allez, on passe la parole. Donc ceux qui veulent faire des propositions, c'est parti. Bonjour, Bernard Borg, je viens de la région lyonnaise. Personnellement, je pense que dire la finance, mon ennemi c'est la finance, c'est d'abord une bêtise, parce que l'ennemi c'est pas la finance c'est nécessaire. Ce qui est l'ennemi, ce sont les financiers pervers. Et dans l'ensemble, l'argent pervertit. Donc, pour sortir de tout cela, nos hommes politiques, nos dirigeants politiques sont au service du lobby financier, du lobby des financiers depuis de longues années déjà. Il y a belle lurette que le dernier qui les a envoyés aux patates est mort, même si je ne l'aimais pas. Je crois que pour en sortir, il faudrait peut-être essayer de sortir de la carrière politique. Faire de la politique, c'est se mettre au service des autres, c'est pas chercher son intérêt personnel et en faire une vie. Je pense que ça ne peut avoir qu'un temps. Ça passe par le non-cumul des mandats, ça passe par le non-cumul dans le nombre et dans le temps. Et je pense que pour limiter les prétentions à plein de cumulatives, il faudrait peut-être commencer par empêcher de cumuler les indemnités. Ça éliminerait déjà beaucoup de... À partir de là, on pourrait peut-être repartir à du monde de l'abstention, de tous ces gens qui sont dégoûtés et qui finalement, si on leur expliquait et si on leur montrait quelque chose de positif, reviendraient, je pense, facilement. Ça semble être un problème de pile quand ça fait ça, le micro. Peut-être que s'il y a des gens de la sono, ils peuvent faire quelque chose. Et l'antenne est en derrière. Au risque de paraître un petit peu, comment dire, utopiste, j'avais écrit sur le forum du collectif Roosevelt un article enfin plusieurs articles au nom de Jean-Yves, si vous voulez vous y reporter. C'est dans le point numéro 1 parmi les 15 points du forum du collectif Roosevelt. Je m'appelle Jean-Yves Tallet et donc c'est Jean-Yves mon pseudonyme. Alors ça s'appelle « Supprimer les monnaies avant 2020 ». Alors pourquoi supprimer les monnaies ? À cause des méfaits de l'accumulation. À partir du moment où on peut accumuler, on a une pression massive de ceux qui, une arme de pression massive de la part de ceux qui accumulent pour faire ce qu'ils veulent des autres, quoi, pour les maintenir en esclavage, quasiment, quoi. Alors, donc les méfaits de l'accumulation ont été dénoncés depuis très longtemps, mais on n'en a pas tenu compte apparemment dans la suite, quoi. Alors, le quatrième point, c'est le fait que de quelle manière on pourrait combattre non seulement combattre l'accumulation des monnaies, mais se passer des monnaies en pratique.
Je compte sur le fait que la conscience, c'est un mot qui n'a peut-être pas beaucoup de sens à notre époque, mais c'est un mot qui a encore une définition dans un dictionnaire, il suffit de s'y reporter. Et dans la culture aussi, c'est un terme, la conscience, qui à mon avis a une valeur qui a réhabilité, la conscience professionnelle, et puis en plus, le fait que la conscience restreigne les envies, détermine nos actions et éclaire nos choix en les définissant et donc en concourant à les définir. La conscience devrait donc être réhabilitée dans l'éducation des enfants et qui permettrait à leur tour de nous éduquer nous-mêmes si on est un peu trop consommateur compulsif. Notre fonctionnement se définirait comme une conservation, un entretien et un développement de nos capacités et habiletés pour favoriser les créations, les inventions, les découvertes, tout ce qui fait notre bien-être et comment dire, la vie elle-même, quoi, qui n'est pas une longue habitude. Je voudrais parler aussi des mystiques personnels. Le mot de mystique vient d'un terme grec qui est mustes, qui veut dire les initiés. Or, tout le monde peut revendiquer d'être initié dans sa vie à partir de ses expériences personnelles. Et quand on vote, par exemple, on n'admet pas que quelqu'un puisse voter à notre place simplement parce qu'on considère que notre propre expérience vaut au même titre que n'importe laquelle autre, ne serait-ce qu'au niveau de notre vote en tant qu'individu unique et un, quoi, qui vaut un parmi tant d'autres, alors que, par exemple, les gens qui nous gouvernent par l'argent n'ont pas été élus. D'ailleurs, ils se foutent de nous et ils nous prennent pour des veaux, comme disait le général de Gaulle. Parce qu'on ne devrait pas les tolérer, les gens qui... Vous savez peut-être que les 65 premiers milliardaires du monde, par ordre de classement, possèdent autant que les 3,5 milliards de personnes qui possèdent le moins dans le monde entier. Alors qu'on parle de capitalisme, le premier capital, c'est le capital humain, à savoir le corps et l'esprit de chaque pour soi-même. Et c'est à partir de là qu'on fabrique les choses et qu'on se développe et qu'on développe la société. Et ce n'est pas le capital accumulé de manière frénétique et schizophrène. Bonjour. Donc effectivement, l'ennemi c'est la finance, mais je suis d'accord avec monsieur, ce sont les spéculateurs qui sont nos gros ennemis et les lobbies. Les lobbies qui sont puissants et qui malheureusement, à chaque fois qu'un élu veut faire une réforme, il y a toujours quelqu'un pour lui taper sur l'épaule, pour lui dire, pour le menacer en lui disant voilà, n'oublie pas que si tu fais ça, moi je peux faire ça, je peux partir, je peux délocaliser, je peux faire ci. Donc on est toujours bloqué. Donc se faire entendre par qui ? Nos élus actuels, personne. Le seul qui a prononcé la phrase « Mon ennemi, c'est la finance », c'est Hollande, et il n'a pas été au bout. Donc il nous faut quelqu'un de conviction, et qui est capable d'aller au bout de ses convictions. Jusqu'à présent, apparemment, il n'y a que chez nous, dont on parle vraiment de ça, avec des vraies solutions, et une vraie mise en œuvre, possibilité de mise en œuvre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous faut être élus pour ça. Pour être entendu, il nous faut être élus. Pour aller au bout de nos convictions, apparemment, il n'y a que nous qui pouvons aller jusque-là. Maintenant, il faudra s'attendre à devoir faire des sacrifices, parce que les lobbies qui nous menacent mettront certainement leurs menaces à exécution. Il y aura certainement des pertes d'emplois, il y aura certainement des délocalisations, et il faudra être capable de proposer autre chose derrière à tous ces gens qui perdraient leur travail si on mettait vraiment... les banques à la marge, comment dire, si on tenait tête au lobby des banques, au lobby pharmaceutique, au lobby, enfin bref, tout. Parce que maintenant, tout fonctionne comme ça. Donc c'est où on arrive à vraiment aller jusqu'au bout, leur tenir tête et faire face aux conséquences de cette prise de position, ou alors on fait comme les autres et on dit notre ennemi c'est la finance, et au moment où on se retrouvera menacé, eh bien on fera marche arrière comme tout le monde, malheureusement.
Oui, bonjour. Moi, je crois que notre pouvoir, vis-à-vis des banques en tout cas, c'est le choix. C'est-à-dire que on peut tout à fait essayer soit de choisir une banque dont l'éthique nous convient, et éventuellement, si ça n'existe pas, essayer de trouver des gens qui sont capables d'en construire une, d'en fabriquer une. Voilà. Combien parmi d'entre vous sont capables de lever la main pour dire qu'ils sont à la BNP ou au Crédit Agricole? Combien de gens qui sont capables de lever la main pour dire qu'ils sont à la nef? Alors vous avez ici une carte qui n'est pas une carte bleue, c'est pas une carte gold, c'est une carte blanche, et c'est une carte de la nef. C'est la seule banque qui aujourd'hui a une visée, une ambition éthique, qui fonctionne comme Nouvelle-Donne souhaiterait le faire. Comment j'y suis arrivé? Ça m'a coûté. Parce que, en fait, la nef, c'est soutenu par le crédit coopératif. Quand le crédit coopératif, c'est là que dans les préfectures, et éventuellement dans les sous-préfectures, si on est dans un endroit très urbanisé. Simplement, j'ai écouté un jour Éric Cantona, qui nous a dit, mais en fait, si on enlevait notre agent des banques, elle serait bien emmerdée. Alors je dis, il est gentil, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le couvert, je vais rien enlever. Ceci étant, j'ai les vêtements, j'ai les délits. Alors j'aimerais bien que ça se passe autrement. J'ai donc fermé mes trucs et je suis rentré à la nef. C'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant parce qu'avec le crédit coopératif. Et si on veut changer, ça a un coût. Si c'est facile, c'est que c'est nous qui payons sans le savoir. Bonjour, Rémi du comité local de Marseille. Moi, je voudrais revenir un peu sur comment transformer en changeant la façon de faire de la politique. Je dirige un centre social à Marseille. Je travaille dans l'éducation populaire depuis 25 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vois les gens, constamment, qui sont désespérés, qui ne veulent pas voter. Je travaille dans le centre-ville de Marseille, le plus vieux quartier de Marseille, le Panier, quartier très paupérisé, comme tout le centre-ville de Marseille. Les gens sont désespérés, ils ne croient plus à la politique. Et moi, j'ai une idée toute simple pour redonner confiance aux personnes. Ce que je fais au quotidien dans mon travail, c'est qu'avant de leur dire quoi faire, je les écoute. Et je pense que la priorité, elle est vraiment là, c'est d'aller à l'écoute. Et si on veut faire différemment des autres partis politiques, c'est en écoutant les citoyens, nos concitoyens, nos voisins, nos amis. Parce que c'est vraiment là la différence. Sinon, si on arrive comme un nouveau parti politique, mais avec voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut penser, à mon avis, on va refaire exactement la même chose. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est ça. On l'a fait à Marseille avec des cafés citoyens. Il faut qu'on ait le temps, les moyens de le faire encore et encore et encore. Il faut aller au-devant du public. Si on veut demain avoir le pouvoir, puisque certains le disaient, un parti politique, il est là pour prendre le pouvoir. Si on veut avoir le pouvoir, il faut avoir le vote de la masse, de la majorité des Français. Et pour ça, il faut aller les voir, il faut aller voir ceux qui ne votent pas, ceux qui votent pour d'autres extrêmes, et les écouter avant de leur dire quoi faire. Alors, on va continuer de faire circuler le micro. Moi, je garde en mémoire qu'il y a plein de solutions. Il faut être élu, ça on aimerait bien, il va falloir y aller. On peut changer de banque. Peut-être qu'il y aura plus de mains qui se lèveront à la nef. Moi, j'ai la chance d'être au Crédit Coopératif étant dans une grande ville. Il faut faire des cafés citoyens. Peut-être que c'est une idée de faire café citoyen sur mon adversaire, c'est la finance, et de voir un peu qui débarque et qui dit quoi. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres idées dans la salle ? Ah oui. J'ai pas rebondi sur le vrai statut des élus, mais ça, je pense que c'est une question qui sera abordée dans le cadre des journées d'été. Mais bon, moi j'ai jamais fait de politique avant et j'y tiens beaucoup, parce que si on peut avoir des élus qui cumulent ni dans l'espace ni dans le temps, on s'en sortira mieux. Pardon. Bonjour, Nozat Moutassir, je suis l'ancienne élue ELV et je viens regagner Nouvelle-Donne. Pourquoi ? Tout simplement, donc j'ai une expérience de
d'élu municipal et vraiment je parle de connaissance de terrain. Donc je suis tout à fait d'accord avec le monsieur donc, qui travaille avec les de Marseille là, qui dit que vraiment si on veut que les gens viennent vers nous, il faut qu'on aille vers les gens et un travail de proximité est nécessaire. Donc ça c'est fondamental si on veut vraiment changer les choses. Et ça les gens ils sont vraiment sensibles et je crois que c'est la première accroche. Et cela étant, cela n'est pas suffisant, dans le sens qu'on écoute les gens, on connaît leurs problématiques et tout, mais il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut quand même un pouvoir. Et ça, même si on est élu, et si on n'a pas un minimum, je veux dire, il faut qu'on soit élu avec, avec un effectif suffisant pour pouvoir changer la donne. Et si on n'est pas suffisamment, en tout cas... préparé à ça, ou si on n'est pas entouré, il faut ça pour pouvoir changer les choses. De mon expérience d'élu, vraiment, les gens c'est le moment de faire, c'est le moment de faire autre chose. Les gens, ils sont convaincus qu'il faut que ça change, ils sont prêts à aller avec nous, mais il faut vraiment, les aider à dans nos propositions d'action, il faut vraiment faire la politique autrement. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est cumul de mandats, tout ce qui est faire de la politique comme carrière. Donc tout ça, les gens, ils en ont marre, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes. Et donc c'est vraiment le moment de faire autrement parce que les gens, ils ont envie que ça change et ils ont confiance en nous. Donc il ne faut pas qu'on les déçoive et c'est vraiment le moment d'agir. Voilà, merci. Oui, bonjour, Méziane Dalab, moi je suis amiénois, c'est super, il y a beaucoup de monde pour votre première journée d'été, pour vos premières journées d'été, je trouve ça fabuleux. Moi je suis issu d'un parti qui est le Parti Socialiste, que j'ai décidé de quitter, et pour les raisons que vous connaissez, ce qui m'a décidé à franchir réellement le pas, c'est la prise de position de François Hollande vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Je trouve ça honteux de prendre une telle position, enfin bref. Et donc si je suis venu ici, c'est justement pour essayer d'essayer de franchir le pas et de venir chez vous. Et donc j'ai tout le week-end pour réfléchir à ma nouvelle adhésion. Alors pour en revenir aux propos, moi, je me souviens, quand j'ai démarré mon premier emploi, ça remonte à assez longtemps quand même si je ne parais pas à mon âge, paraît-il. Merci. Et lorsque j'ai eu mon premier salaire, je me souviens, j'ai eu un chèque. Ce chèque, je pouvais aller le déposer dans n'importe quelle banque. Et on me donnait la somme inscrite sur le chèque en échange. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je travaille, je fais mes 35 heures semaine comme tout le monde, enfin presque. Et mon salaire est viré sur un compte. Je ne contrôle rien. Enfin bref, moi, je crois que je ne suis pas le seul. Nous ne contrôlons plus du tout notre argent. Et je pense que c'est une volonté des hauts financiers de faire en sorte que nous ne puissions plus avoir le contrôle de notre argent. Alors moi, l'idée a été à un moment donné de me dire, de toute façon, il n'y a rien qui m'interdit de signer un contrat et de donner un relevé d'identité bancaire. L'idée était de dire à plusieurs employeurs d'ailleurs, écoutez, moi, payez-moi en chèque. Il n'y a rien qui l'interdit aujourd'hui, sauf que les employeurs le refusent. Alors aujourd'hui, moi, je ressoumets l'idée pour reprendre le contrôle de notre argent, le contrôle, en gros, de ce qui n'est pas notre vie, mais au moins de ce que l'on gagne. Ça serait de demander à nos employeurs de nous donner non plus notre rémunération par virement, mais de la nous donner soit en espèces ou soit par chèque. Ce qui nous permettrait, nous, de pouvoir contrôler notre argent et de pouvoir être décideurs à la place des banques. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les banques qui décident à notre place de ce qu'ils font de notre argent, sans notre autorisation. Parce que
bon, dès que notre argent arrive au niveau des banques, on ne sait plus où il est dispatché, ce qu'ils en font. Et je suis convaincu, pour en revenir à l'idée de Cantona qui était excellente, de retirer notre argent des banques, que si un certain nombre d'entre nous l'avaient fait, on aurait pu avoir un certain poids vis-à-vis à ce moment-là, et de pouvoir peser par rapport à tout ça. Voilà. Il faut faire circuler le micro, changer de lieu un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que je peux dire 2 mots? Allez, allons-y. Bonjour à tous, je suis Didier, je viens d'Île-de-France, de région Île-de-France, d'Argenteuil et de... Bien dans le micro. Excusez-moi. Donc je suis tout récent adhérent Nouvelle Donne depuis juillet. Et si je viens ici, comme beaucoup, je pense, c'est dans l'espoir vraiment d'un changement, et notamment d'un changement de la gauche, puisque ce qui nous unit quand même ici, je pense, c'est d'avoir des valeurs de gauche, donc de prioriser le collectif sur l'individuel. Il faut quand même revenir quand même à la source d'un engagement. Et on parle de finance aujourd'hui, mais c'est quoi la finance finalement? C'est que le mot contemporain de ce qu'on appelait hier le capital, hein, dans la période marxiste quand même. Donc la lutte est finalement contre ça, contre cet idéal libertaire, contre cet idéal libéral. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour changer ça aujourd'hui et faire changer les choses, puisque c'est ça la question quand même qui est posée à la base, c'est comment, c'est pas pourquoi, je pense qu'on sait tous tirer les constats ici, mais c'est le comment qu'on n'arrive pas à faire. Il y a plein d'initiatives locales qui sont très charmantes, hein, effectivement, qui sont sympathiques, mais dont on voit la limite parce qu'elles sont basiquement locales. Moi, au niveau du terrain, de ce que j'essaye de faire et ce à quoi je suis sensible ici, ce pourquoi je suis venu, c'est l'éducation populaire. Je pense que profondément, c'est un terme qui n'a pas été abordé ici, en tout cas je ne l'ai pas entendu, c'est l'information, ou plutôt la réinformation des gens. Et forcément, ça touche à toute la question liée aux problématiques culturelles. Moi, forcément, je viens de villes comme Argenteuil ou Saint-Denis qui résonnent dans l'esprit des gens comme des villes clichés représentatives des sauvageons, comme le disait Chevènement. Bon, il a été accusé un peu à tort d'utiliser ce terme-là. Mais moi, mon but, c'est justement de faire sortir ces gens-là et de réinformer les gens, modestement, avec mes propres compétences. Pour faire très simple et très court, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait du sport de haut niveau. J'ai arrêté pour faire des études de haut niveau. Je représente un peu l'archétype de la finance puisque j'ai fait HEC et je m'en excuse. Mais moi, je m'en excuse vraiment puisque je n'ai pas continué HEC. D'accord ? Je suis sorti de ce régime-là, même si une carrière dans la finance pouvait forcément me prêter des deniers bien confortables. Mais je pense voilà, que l'information est la clé des choses. J'entends parler de la nef aujourd'hui, je n'avais pas connaissance de la nef. Je voudrais bien savoir combien de personnes dans la salle avaient connaissance de la nef en venant aujourd'hui. Très peu de personnes. Donc la clé, c'est bien... Bon, bah excusez-moi. Bah, alors vraiment, voilà. Mais c'est ça le sujet. Je pense que Nouvelle Donne n'est pas représentatif de la population française. Pourtant, je suis informé, je suis d'Île-de-France, je sors beaucoup, j'aime la culture. Donc je ne connais pas ça. Mais moi, mon but, c'est les humanités. Voilà. Tout ça, c'est... Aujourd'hui, on parle de conflits en Syrie, etc. Bachar al-Assad, il y a 3 ans quand même, il était vu dans les médias comme un démocrate contemporain. Expliquez-moi le sujet, voilà. C'est quoi l'histoire? Moi, c'est sur ça que je travaille, modestement. J'ai fait classe préparatoire, j'ai des amitiés avec des philosophes aujourd'hui et j'essaye, sur le plan local, de les amener. Puisque la culture, ce n'est pas aller à Paris ou dans les grandes villes pour en profiter, c'est d'amener la culture aux gens. Merci. Et leur permettre de se réinformer. Merci. Là, il y a une forêt de mains sur la gauche, là. Une forêt de mains sur la gauche, là-bas. Allez. On essaie de faire court pour qu'il y ait le plus de prise de parole possible. Merci beaucoup. Ça sera court. Je ne sais pas ce qu'on fait quand on touche à ce que je vais dire là, mais c'est une idée qui me vient d'un seul coup comme ça. Mais en fait, c'est que je remarque que dans une vie, on veut se mettre d'abord en confort, on cumule un peu d'argent pour être au chaud, pour être bien, pour se faire une famille. On a une famille, on commence à s'inquiéter pour ses enfants. Donc on cumule un petit peu pour ses enfants parce qu'on leur veut un bel avenir, etc., etc. Bref, on cumule. Après, on est au confort, on a ces enfants qui sont dans le confort et on pense à ses petits-enfants. Donc on cumule pour les petits-enfants parce qu'on aimerait quand même qu'ils s'en sortent bien, l'avenir est tellement incertain. Bref, on cumule tout le temps. Et je me demande s'il n'y a pas un levier où on pourrait travailler sur
vivre simplement ce qu'on gagne, vivre sa vie, la dépenser, et non pas vivre toujours dans la crainte et dans le cumul. Et les politiques qui ont cette vie, c'est aussi une idée à leur échelle, de cumul, de s'enrichir. Les lobbies, on parlait, c'est toujours ce même jeu. Il faut la bouffer, notre vie, il faut la consommer. Et pas... Bon, bref, alors moi je ne veux pas faire la révolte, je sais bien qu'on aime bien avoir un petit patrimoine, on aime bien avoir travaillé sur sa maison et la filer au suivant. Mais peut-être on va trop loin. Ça c'est sûr. Je pense que c'est sûr qu'on va trop loin. Et c'est vrai que quand on sait qu'il y a 20 000 milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux, ça fait beaucoup d'argent qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand on cumule pour se rassurer, et quand on cumule simplement par cupidité, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on pose des barrières par rapport à ça, ce qu'avait fait Roosevelt d'ailleurs à l'époque. Alors sur le thème « Mon ennemi c'est la finance », je pense à quelque chose qu'on pourrait appeler un label qu'on appellerait banque durable, de la même manière qu'on pourrait avoir un label entreprise durable. Et à travers ce label, par exemple, les banques, enfin la direction des banques, s'engagerait à entrer dans une réflexion qui serait la suivante. Elle serait bien sûr accompagnée, aidée pour mener cette réflexion. Il s'agirait de se demander, dans l'état actuel des choses, est-ce que la banque, elle s'occupe uniquement de son intérêt personnel, celui de ses actionnaires, ou bien est-ce qu'elle arrive à intégrer l'intérêt général? Et comment est-ce qu'elle le fait? Et de la même façon qu'on a une Cour des comptes qui tacle les pouvoirs publics sur les dépenses, on créerait un nouveau métier qui consisterait justement à aller voir les entreprises, aller voir les banques et leur dire dans votre politique d'optimisation fiscale, vous déconnez complètement, vous êtes totalement sur l'intérêt privé, l'intérêt général, il passe complètement à côté. Vous êtes à côté de la plaque. Avec ce label banque durable, les consommateurs seraient plus à même d'aller vers la banque qui les intéresse le plus de ce point de vue-là. Merci. Le micro va réussir à franchir pour arriver à la forêt de bras. Voilà, bravo. Bon, merci. Bonjour, Patrick. Je voulais juste intervenir parce que je suis correspondant local de la Nef dans le Finistère. Bravo. Je voulais juste dire que la Nef, en fait, c'est pas juste une banque qui s'est autonomée en fait banque éthique. En fait, le premier principe, c'est que c'est une banque qui appartient à ses clients. C'est une coopérative, c'est-à-dire que ça appartient pas à des institutions ou des investisseurs, des choses comme ça. En fait, si vous rentrez à la Nef, vous achetez une part de la banque. C'est déjà une grosse différence. La seconde différence, c'est que en fait, tous les projets qui sont financés par la Nef sont en fait définis par les clients, enfin, en tout cas par les groupes locaux. Donc c'est que des projets éthiques, des projets d'installation en bio. Moi, par exemple, en tant que correspondant local, la dernière fois que j'ai intervenu en fait quelque part, eh bien, c'était pour une association qui s'appelle Approche, qui milite en fait, qui réunit un certain nombre de professionnels de la maison écologique. Donc tous les corps de métier. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que la Nef a dépendu en fait du crédit coopératif pendant des années, mais cette année, on a voté en fait de nouveaux statuts. Et donc on a obtenu l'agrément bancaire et ce sera une banque à part entière bientôt. C'est très facile de rentrer à la Nef, je fais un peu de pub au passage, puisque à partir du moment où vous ouvrez un compte, la Nef s'occupe de transférer tout ce qui est prélèvement, etc. Ça se fait automatiquement. Et vous avez tous les services de n'importe quelle banque. Voilà, j'ai terminé. Merci. Oui, bonjour. On voit les préoccupations de la salle qui tournent beaucoup autour de la finance. Enfin bon. Ce que je voulais dire, c'est que on a attribué aux altermondialistes la formule penser global et agir local. Et pour agir local,
Alors c'est tout aussi important que d'agir globalement. Peut-être que notre ami de HEC devrait faire un stage, chez nous d'ailleurs. Et pour agir localement, ce que l'on propose dans mon secteur, mais ça existe déjà ailleurs, c'est la création de coopératives citoyennes. Des coopératives pour accueillir justement les gens, pour relocaliser l'économie, pour avoir tout un tas d'activités qui permettraient que les gens reprennent la main en fait. Donc des coopératives citoyennes de proximité. Voilà. Merci. Allez, il y a une dame qui est au 5e rang là. Faire passer le micro devant. Voilà. Ça va descendre, ça va descendre. Parfait. Merci. Oui, c'est juste une réaction par rapport à ce qui a été dit. Et je voulais revenir à l'objet du débat, qui était comment transformer la société par une autre façon de faire la politique. Et dans l'intervention... Levez-vous peut-être, ouais, pour le micro. Ouais. Alors, dans les interventions, j'ai entendu... Hop, comme ça? Ah oui, c'est ça, bon. Alors, j'ai perdu ma... oui, que être à l'écoute ne suffisait pas, qu'il fallait agir, et pour agir, il fallait être élu. Or, moi, j'ai des fonctions syndicales, et justement, je pense les quitter parce que j'en ai marre de cette course à l'élection. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, mais alors il faut des sièges. Alors, vous avez des thèmes? Oui, j'ai un thème. Ah bah oui, mais on fait un tract sur le sujet. Moi, c'est pas un tract que je veux faire dessus. Je veux travailler le fond pour faire des propositions. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce paradigme de dire qu'il faut être élu. C'est vrai qu'il faut l'être, mais il ne faut pas que ça soit le but. Et il faut qu'on trouve d'autres moyens. C'était l'Auvergne. C'était l'Auvergne. Allez, à côté de vous. Oui, merci. Moi, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. On a parlé du statut de l'élu. C'est vrai que pour moi, c'est très important. Et c'est aussi la perception qu'on a d'un parti politique et la façon dont il fonctionne. Moi aussi, je suis sorti du Parti socialiste. J'ai un bilan, et le bilan, c'est une machine. C'est une machine, comme a bien exprimé madame, où on organise des événements, mais des tracts dans une perspective d'élection, que ce soit pour des rôles de mandat d'élu ou pour prendre des responsabilités dans le parti. C'est le seul moteur que j'ai pu vivre depuis 3 ans. Et je n'ai pas pu acquérir, même moi-même, de la richesse. J'ai perdu beaucoup d'énergie, même pour moi-même et même pour ma famille. Donc, je dirais, on ne peut plus. Moi, j'ai quitté, j'ai dit, je ne peux plus. Ça suffit. Donc, on a besoin d'un souffle. Et par rapport à ce que vous disiez sur les institutions européennes, c'est pareil, c'est le mécanisme de l'élection. C'est-à-dire que personne ose prendre un risque, parce qu'un risque par rapport à sa réélection, par rapport aux députés européens, ou que ce soit par rapport au commissaire lui-même. Le commissaire lui-même a peut-être une perspective de renouvellement. Et ça, ça devrait être évacué. Donc tout propose après sur le statut et même le rôle de l'élu. C'est une fonction passagère. Et il doit prendre des risques politiques. Merci. Bon, moi, je veux appuyer encore un peu plus sur le statut de l'élu et sur la limitation des mandats dans le temps. Ça, c'est vraiment une nouvelle manière de faire de la politique. Et je voudrais qu'à l'intérieur de Nouvelle Donne, ça soit la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on exige pour les élus à l'extérieur, il faudrait qu'à l'intérieur de Nouvelle Donne, nos élus internes, nos représentants, ne soient aussi en limité dans le temps. Et voilà, qu'on ne fonctionne pas comme les autres partis, où il y a une élite qui est toujours la même, et les petites mains à la base qui sont appelées au moment des élections pour distribuer les tracts. Oui,
bonsoir Thierry de Rennes. Bon, j'ai quelques idées, mais ni meilleures ni pires que les autres, mais je voudrais parler méthode simplement pour dire, moi je suis un peu frustré parce que je suis sûr qu'ici il y a au moins 250 bonnes idées qui ne vont pas être partagées et émises. Et sur des grands groupes comme ça, j'ai juste une proposition, c'est de dire de mettre en place pour les prochaines fois des outils qui permettent de centraliser des tweets, des SMS, des mails, pour qu'au moins il y ait un endroit où toutes les idées qui n'ont pas pu être dites se retrouvent quelque part et que c'est du matériau qui puisse être travaillé. Voilà. Donc du coup j'ai le micro, j'en profite pour donner une ou deux des idées quand même, ma foi. J'étais d'accord sur l'idée que l'ennemi c'est pas la finance, parce que c'est un truc abstrait. Si on dit la finance, on ne sait pas trop à quoi on s'attaque, mais ce sont des comportements prédateurs effectivement. Et je pense que il y a un travail à faire sur le vocabulaire, sur le langage qu'on peut utiliser et partager peut-être avec plus de citoyens, pour dire ce qu'il faut contrôler, c'est un certain nombre de comportements par rapport à l'argent. Alors d'un point de vue très pratique, je pensais des règles qui seraient de limiter les possibilités de distribution de dividendes. Comment ça se fait? Alors il faut que je me mette par là-bas, ça va, tiens oui c'est bien, en plus je vous vois, c'est encore mieux. Par exemple de mettre un plafond sur les possibilités de distribution de dividendes en fonction des bénéfices réels des entreprises. Parce qu'aujourd'hui des entreprises qui sont en déficit, qui distribuent de l'argent aux actionnaires, c'est un petit peu paradoxal et ça existe malheureusement. Donc ce serait quelque chose comme ça. Alors au début je rêvais un petit peu, je dis finalement aussi ce serait de corréler ça à des indicateurs sociaux. C'est peut-être un petit peu difficile, mais en tout cas en matière d'information et d'affichage, de dire voilà, il y a des distributions de dividendes, à côté de ça, voilà, alors quels sont les bons indicateurs en termes d'emploi, je ne sais pas, mais des choses d'écart des salaires par exemple, c'est-à-dire qu'en face de l'action, on ait aussi des idées sur quel est le comportement des dirigeants de cette entreprise-là, justement en termes de répartition des bénéfices, etc. Voilà. Et puis de la taxe sur les plus-values, ça c'est évident, mais je crois qu'il faut continuer et aller un peu plus loin là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui gagnent sur l'investissement capital, ils contribuent aussi à la répartition des richesses. Et puis je crois que sur la question de formation, d'information, donc rendre visible comment ça marche tout ça, ça me paraît un point important, mais ça c'est sans doute un peu compliqué. Voilà. C'est un dernier point quand même, c'est que j'avais lu il y a quelques années un bouquin qui s'appelait Introduction à la politique, qui avait été fait par un prof de Rennes dont j'ai perdu le nom. Et je trouvais intéressant parce qu'en termes de langage, ça m'avait fait comprendre comment la notion même de politique avait changé depuis les Grecs. Alors je vais vous faire le cours, je ne me souviens pas de tout, rassurez-vous. Mais je crois qu'il y avait un piège qui était, à une époque, les politiques, c'était des gens qui portaient des valeurs pour la société et qui étaient chargés d'être une sorte de modèle parce qu'ils avaient une idéologie qu'ils essayaient de partager et de diriger. Et dire qu'aujourd'hui, c'est plus ça. On est passé dans un extrait inverse par rapport au côté individualiste pour dire, maintenant la politique, elle est juste là pour gérer la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent, grosso modo, quoi, donc y compris les financiers. Et il y a sans doute quelque chose de nouveau à inventer qui serait ni la politique, c'est là pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, ni on est là comme des porteurs de valeurs, parce que je pense, moi je suis quelqu'un qui est porté par le sens et par les valeurs, mais je sais que c'est pas ça qui cause à tout le monde. Donc je pense qu'il y a un piège aussi, c'est qu'il faut qu'on évite de croire que parce que nous, on a des bonnes idées, des bonnes valeurs, etc., tout le monde va nous suivre. Donc trouver autre chose, je sais pas quoi, mais merci. Bonjour, Cyril de Bordeaux. Juste une petite chose. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'éducation populaire, mais il y a quelque chose qui est avant l'éducation populaire, c'est l'éducation des enfants, des collégiens. Et je suis enseignant en collège, et il se trouve que depuis quelques années, avec les nouveaux programmes, les collégiens ne sortent plus à la fin de la troisième en ayant vu de l'histoire économique, de l'histoire de l'économie, de l'histoire des crises. Il y a des guerres mondiales, mais il n'y a pas d'économie autour. Avant, après, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a plus les 30 glorieuses. Et s'ils voient cette histoire économique ensuite, ou des notions d'économie au lycée d'enseignement général, les citoyens, les futurs citoyens qui vont ensuite dans les lycées professionnels n'en rencontreront jamais. Et ça, c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement grave d'un point de vue démocratique, et on pourra toujours essayer de s'interroger tous ensemble pour comment combattre la finance ou les dérives de la finance. Si on reste entre nous, entre ceux qui savent, même si nous ne sommes pas tous des spécialistes, à mon avis, on ira vers l'échec. Bonjour. Et faire le choix de la droite, c'est compliqué. Ouais.
Bonjour, Dominique, sans parti depuis 42 ans jusqu'au 27 mai et atelier international Île-de-France. Comment faire de la politique autrement? Alors, je crois qu'il faut arrêter les grands discours, les vieux discours, il faut arrêter les vieux schémas. Je veux bien qu'on parle de la finance et mon ennemi. D'abord, je ne me sens pas d'ennemi personnellement, je me sens d'ennemi que dans les pratiques et pas dans les hommes. L'important, enfin, la finance, je me suis fait avoir une fois, j'ai pas envie de me faire avoir encore une autre fois. Donc c'est pas pour ça que je suis à Nouvelle Donne. Comment aborder des problèmes autrement en écoutant les gens effectivement en partant des problèmes concrets? Et ça veut dire réinvestir des tas de problèmes qui sont jamais abordés dans la vie politique. Deux exemples rapidement. Les vieux. Depuis 1993, les vieux, c'est les retraites. Ah oui, les retraites, il faut défendre les retraites, etc. Et évidemment, depuis 1993, elles diminuent de fait, enfin, au moins relativement. Bon. Le problème des vieux, à la base, c'est quoi? Le problème des vieux, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est qu'on les installe dans des maisons de retraite pour qu'ils y meurent tranquillement, pas eux tranquillement, pour laisser les autres tranquilles. Voilà. Ça, c'est monstrueux. Demandez à n'importe quel Africain ce qu'il pense de ça, il va vous dire, mais je ne comprends pas, je ne mourrai pas, je ne vieillirai pas dans ce pays. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Il faut faire autre chose, on a autre chose à faire, et ça, c'est une parole qu'on peut porter. Deuxième exemple, les villes d'aujourd'hui. Quel homme politique, je n'ai pas demandé quel homme politique avait parlé de la question des maisons de retraite et pas tout à fait de ce qu'on faisait des vieux, du sens qu'eux-mêmes peuvent donner à leur vie et du sens qu'on peut donner à leur vie. Pour les villes, c'est pareil. Quelle politique avez-vous entendu parler de la destruction de quartiers entiers de villes, voire le 19e ou le 13e arrondissement de Paris? Ce qui a été fait, c'est monstrueux. Je ne sais même pas ce qui a été fait par l'époque de Chirac, de Tibéri ou de Delanoë. Je ne parle pas de pour qui on vote ou on a voté jusqu'à maintenant, peu importe. Mais je veux dire que tout le monde fait la même chose, probablement parce qu'il y avait des intérêts, évidemment. Mais le résultat est catastrophique. Je veux dire, le quartier des Fêtes, ce que c'était autrefois, les vieux quartiers de Paris, ce que c'était autrefois Belleville, qui maintenant ne sont plus rien, c'est monstrueux. Il faut faire autre chose. Voilà. Et pour les villes, là ça concerne tout le monde, ça concerne la plupart des villes européennes. Les abords des villes sont systématiquement détruits par des kilomètres de centres commerciaux, de magasins, de bricorama, de machin truc, etc. Et toutes les villes se ressemblent pratiquement en Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire autrement. Vous avez envie de vivre dans des villes qui ressemblent à ça? Bah si oui, tant mieux, vous êtes content. Enfin, moi je trouve ça monstrueux, il faut faire autre chose. Voilà. Ces deux exemples, je pense qu'il y a des dizaines de problèmes qu'on peut prendre à bras-le-corps, effectivement en écoutant les gens et pas avec des œillères, pas en leur disant la gauche, le capitalisme, etc. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. C'est comment vivre autrement. Je peux encore faire une citation, s'il vous plaît. Je viens de tomber dessus. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit, imaginez, alors il parle d'Indien Bororo, hein, mais qui dit, imaginez deux équipes de football qui, au lieu de jouer pour contrarier la stratégie l'une de l'autre, joueraient pour améliorer la situation de l'autre. Imaginez cette société-là. Oui, Patrice Robineau, retraité de l'ONU à Genève. Je voudrais insister sur quand même des choses qui sont justement positives, qui ont marché, et ce que j'appellerais petites actions, grands effets. Il y en a deux qui sont connus, je crois, de tous, c'est les faucheurs OGM. Ça a quand même contribué énormément à l'interdiction en France, d'avoir des cultures d'OGM en plein champ. La deuxième, ce sont les actions de Greenpeace. Greenpeace a vraiment mis l'accent, en faisant ces actions provocatrices, qui sont peut-être pas légales, mais qui sont légitimes, sur le problème de sécurité des centrales nucléaires. Et je me rappelle, alors ça remonte à beaucoup plus loin, mais il y a une petite association qui s'appelait la Déclaration de Berne en Suisse et qui a fait toute une campagne sur le thème Nestlé Baby Killer, donc tueur de bébés, puisque il y avait des agents de Nestlé qui étaient habillés comme des infirmières et qui essaient de promouvoir, et qui arrivaient à promouvoir l'alimentation pour bébés avec, évidemment, ajouter de l'eau, ce qui fait que dans les pays en voie de développement, l'eau étant polluée, eh bien, ça crée vraiment des problèmes pour les enfants jusqu'à la mort. Eh bien, cette action-là, relayée par les médias, a
abouti à une totale, disons, changement de stratégie de Nestlé. Il a été obligé de le faire, et un code d'alimentation des nourrissons qui a été établi par l'OMS, qui a été repris par tous les ministères de la santé du monde entier. Donc je crois qu'il ne faut pas désespérer dans ce sens-là, mais que tirer comme leçon? Pourquoi ça marche, et pourquoi malheureusement Occupy Wall Street ou Sauvons les riches, qui étaient aussi des actions un peu dans le même style de la provocation, n'ont pas abouti? Je crois qu'il y a deux choses. Tout d'abord, le problème, c'est la complexité. Et il est vrai que les questions de finances sont extrêmement complexes. Le fait qu'on ait été, par exemple, en retrait par rapport au projet initial de loi sur la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, c'est très difficile d'engager une prise sur l'opinion publique sur des sujets comme ça. Et ça, mais par exemple, il aurait pu y avoir une plus grande campagne sur la taxe sur les transactions financières. C'est quand même incroyable que l'assiette de base que l'Allemagne proposait avec un gouvernement conservateur était plus large que l'assiette proposée par le gouvernement français, qui est supposé être socialiste. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je crois que je reviendrai à deux choses, peut-être deux conclusions. L'un, c'est le langage. Il faut quand même, je dirais, qu'il y ait un peu, ou l'action, qu'elle ait un peu une touche de provocation, en quelque sorte, pour remuer l'opinion publique sur des sujets qui sont sensibles. Je pense qu'une action, par exemple, en termes d'inégalité, en essayant de publier au maximum les chiffres faramineux que l'on connaît, nous, mais que beaucoup de gens dans l'opinion publique ne connaissent pas, d'une façon assez provocatrice, pourrait être très utile. La deuxième chose, c'est d'avoir le relais avec les médias. Le problème, c'est très souvent que, justement, parce que plus une chose touche sur le plan émotionnel, plus les médias s'en emparent, mais des fois ce sont des choses très futiles et très people. Comment engager les médias sur des choses beaucoup plus profondes et qui touchent la majorité des populations? Et la dernière chose, c'est comment, justement, et ça a été dit, enclencher en quelque sorte un relais beaucoup plus important entre les ONG et les partis politiques. C'est vrai que moi, je suis maintenant adhérent de Nouvelle Donne, j'étais adhérent du Parti Socialiste auparavant, j'ai été plusieurs fois aux équivalents des Journées d'Amiens qui sont, comme vous le savez, à La Rochelle. Eh bien, les ONG sont des acteurs qui sont complètement à l'écart. Je veux dire, François Hollande est un homme d'appareil qui ne sait rien sur les questions d'ONG. Ce n'est pas vrai, heureusement, pour tous les hommes ou les femmes politiques. Par exemple, Martine Aubry, à Lille, a une prise sur les associations dans les villes de Lille et elle les pousse. Mais c'est très minoritaire. Donc je crois que, pour résumer, ce qu'il faut, c'est de trouver un bon point d'ancrage, éventuellement en allant vers la provocation, comme font certaines bonnes ONG comme Greenpeace. Deuxièmement, susciter par là le relais avec les médias. Et troisièmement, avoir un parti qui soit ouvert à toutes les associations, aux ONG, beaucoup plus. Et je crois que pour le moment, il y en a très très peu. Et Nouvelle Donne, peut-être, est même le seul pour le moment dans les formations, en tous les cas, que nous connaissons. Voilà, en tous les cas, quelques conditions importantes. Oui. Le dernier mot, il est simple. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes représentés au niveau national par des élus qui ne sont pas représentatifs de la population. Il suffit de regarder la composition actuelle de l'Assemblée nationale pour comprendre que nous n'avons pas à attendre de ceux qui y siègent des solutions à nos problèmes. 50% de la population française est composée d'ouvriers et d'employés. À l'Assemblée nationale, il y a exactement 5% de représentants de ces catégories. Tous les restes, ce sont des hauts fonctionnaires, des médecins, des avocats. Là, on en trouve beaucoup. Alors, si on veut vraiment changer les choses, il n'y a pas 36 solutions. Même si la voie n'est pas facile, c'est de
renforcer et de construire Nouvelle Donne, c'est d'aller dans le sens de la proposition qui était faite et qui me paraît extrêmement importante et porteuse sur notamment le statut de l'élu. Proclamer une fois pour toutes et très fort qu'être élu politique, ce n'est pas un métier, mais c'est une fonction qu'on exerce au service des citoyens et pendant une période courte. Ça ne peut pas être la volonté d'une volonté de carrière, d'une ambition de carrière, d'un plan de carrière. J'ai été personnellement syndicaliste pendant 40 ans. Ça me donne l'occasion de dire que les plans de carrière dans le syndicalisme, ça n'existe pas. Ce sont ceux qui veulent faire le boulot qui le font. Un dernier mot pour dire également ce que je pense du Sénat. Voilà vraiment l'institution. On a presque envie de dire qu'il faudrait la supprimer, mais en tout cas, il faut la refonder profondément. D'abord, les sénateurs ne sont pas élus par le peuple, c'est une anomalie qui devrait ne plus exister. Ça date de Napoléon en 1804 et on est en 2014 et les sénateurs continuent d'être élus par les corps de grands électeurs. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas des grands électeurs sont de petits électeurs. Eh bien, je pense, moi, que pour réformer le Sénat, il faut passer par le suffrage universel. J'ai sorti quelques statistiques. Je vais simplement vous en citer une. Et je me sens un peu concerné parce que ça m'enlève toute ambition d'être sénateur. 21% des sénateurs ont entre 71 et 80 ans. Voilà. Alors, avant de dire un dernier mot, je passe la parole donc à Patrick qui va nous faire un petit résumé de ce qu'il retient. Et puis, évidemment, sur l'idée des tweets, des SMS et des mails, vous connaissez tous les comptes Twitter de Nouvelle Donne, donc n'hésitez pas à partager. Et le mien, c'est @EmmanuelPoilane. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ce sera avec grand plaisir. Moi, c'est @Pebovillard. Alors, pour la proposition qui venait de par là, je ne sais plus qui, c'est vrai qu'on aurait pu partager beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a 100 000 idées, c'était toi, il y a 100 000 idées qui n'ont pas été dites. Et donc, j'ai envoyé un SMS à Thomas Mazière, qui est le grand architecte informatique de Nouvelle Donne, pour lui demander de créer de suite une adresse mail qui s'appelle Autre Façon, sans cédille évidemment, Autre Façon. Au singulier, j'ai repris le thème de la table ronde, enfin de la non-table, non-ronde. Autre façon @nouvelledonne.fr. D'accord ? J'imagine que Thomas, même s'il est très réactif, n'a pas encore créé l'adresse. Donnez-lui peut-être 1 heure ou 2. Alors, moi j'ai essayé d'écouter la... Et alors, je ne sais pas ce qu'on en fera de cette adresse, mais déjà elle est créée, n'hésitez pas à l'utiliser, puis on verra comment on se la répartit. Peut-être y a-t-il des volontaires qui ont envie de la lire, et puis de digérer cette info, à voir. J'ai essayé, en vous écoutant, de regrouper ce qui s'est dit dans plusieurs paquets. Et j'ai noté 5 paquets, et je vais commencer par le premier. J'ai trouvé ce que quelqu'un par ici a dit, je ne sais plus. Notre pouvoir, c'est notre choix, c'est le choix, à un moment. Et je me suis dit, c'est vrai que déjà, notre premier pouvoir pour faire d'autres manières de politique, c'est les choix qu'on peut faire. On peut effectivement changer de banque. Le responsable du développement de la nef devait être avec nous aujourd'hui, mais bon, petit problème d'agenda. On peut aussi choisir nos modes de vie. Et donc... il y a cet aspect-là qui reste important sur nos choix. Il y a un deuxième thème qui a été abordé et qui, je crois, doit nourrir une commission et un travail éducation populaire qui est programmé à l'agenda de nos journées avec un document de cadrage qui est vraiment chapeau à ceux qui ont fait ça.
Il y a vraiment un thème d'éducation populaire, il y a vraiment un thème d'information auprès des jeunes, il y a un thème de réflexion sur le sens des mots. Monsieur, vous avez fait un topo sur le mot conscience. Tu as fait un topo sur le mot politique, la racine grecque de politique, on pourrait élaborer beaucoup. Donc il y a vraiment un travail à faire là, de réflexion collective, d'éducation croisée. Il n'y a pas de sachants, il n'y a que des gens qui peuvent progresser ensemble. C'est un deuxième paquet. Il y a un troisième paquet que j'ai noté qui est évidemment le champ du politique, avec des mesures fiscales qui ont été proposées, avec des mesures de publication, notamment sur la mise en corrélation de dividendes avec les résultats responsabilité sociétale de l'entreprise ou des choses comme ça. Il y a un sujet très récurrent. Alors, il y a un autre sujet qui a été de dire, et ça, je crois que c'est intéressant pour Nouvelle Donne parce qu'on réfléchit à ces questions-là, traiter des sujets qui touchent la vie des gens. Vous avez parlé et exprès, je le dis comme ça, des vieux et des villes. C'est des sujets dont on ne parle pas finalement dans le monde politique. Or, ils nous concernent au sens de chaque instant. Donc peut-être que là aussi, on peut être différent en travaillant sur ces questions. Il y a évidemment le sujet récurrent sur le fait d'éradiquer, et c'est écrit comme cela dans les 20 propositions, le terme de professionnalisation de la vie politique. Et puis, il y a la question du statut. Permettez-moi, parce que j'y ai réfléchi pas mal depuis pas mal de temps à cette question-là, permettez-moi de vous inviter à renommer ce que l'on appelle communément le statut de l'élu en statut du citoyen élu. Parce qu'il ne s'agit pas de demander un statut de plus pour protéger encore plus l'élu, il s'agit de s'assurer qu'on protège le citoyen qui peut accéder à la fonction d'élu et qui lui permettra de revenir à son boulot, à sa vie, etc. Donc il y a tout un domaine sur le politique. Il y a un quatrième paquet que j'ai noté autour des actions qui pourraient être mises en place. On a noté les monnaies locales complémentaires tout au début avec le témoignage de Colette. Quelqu'un par là-bas a parlé de coopératives citoyennes de proximité. Là aussi, il y a des initiatives en ce sens. Quelqu'un là-bas, je crois que c'était la même personne d'ailleurs, a parlé d'un label banque durable. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas en montrer un truc comme ça pour noter les banques? Pourquoi on ne ferait pas l'agence de notation Nouvelle Donne? Enfin, c'est pas plus débile qu'autre chose, hein. Il y a la question de l'accès aux médias et comment on vulgarise. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur comment on rend émotionnellement touchable une idée complexe. Les gens qui ont bossé sur les 1 minute pour comprendre qu'on a sorti pour les européennes ont fait un remarquable boulot, moi je trouve. Il y a peut-être des choses qu'on peut creuser là-dedans. Bravo à eux, je ne sais pas où ils sont, je ne les connais pas. Et puis, il y avait un rappel aussi sur tout ce lien avec les ONG et le politique, où le champ politique est assez nul et où là, on a sans doute quelque chose à faire. C'était un peu là-dessus qu'on était parti dans nos idées. Et puis, le cinquième domaine, et je le garde pour la fin parce qu'il fait bien lien avec ce qui suit, qui est le forum co-construction dans 5 minutes, c'est autour des pratiques politiques. J'avais oublié, pardon, quelque chose sur les sujets politiques. C'est bien sûr, on est dans une démocratie qui n'est plus représentative. Vous avez évidemment raison. J'invite ceux qui sont intéressés par ce sujet à rejoindre une table ronde, je crois pilotée par Eric Alt, sur comment on peut changer ça, quoi. Enfin, la 7e ou 8e République, je ne sais pas. Je saute la 6e parce que... Et sur le dernier thème, sur les pratiques politiques, il y a aussi une autre manière de pratiquer la politique. Vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de proximité, vous avez parlé aussi d'appliquer ce que l'on dit sur le non-cumul des mandats, mais au non-cumul des fonctions, comme celle que j'exerce en ce moment. Vous avez parlé de peut-être avoir le regard plus large que ce permanent focus sur la course à l'élection. J'arrive pas à me lire là quand je lis lien avec les liens citoyens. Ah, mais si, c'est le lien avec les mouvements citoyens. C'est-à-dire, est-ce que nous, partis politiques, on peut être un acteur de la mise en lien des mouvements citoyens? Et j'ai très envie, parce qu'elle m'a dit ça hier au téléphone, parce qu'on avait une discussion, de citer Isabelle Attard pour conclure, qui me disait, tu sais Patrick, qu'est-ce que je me sens bien quand je fais de la politique et qu'est-ce que je me sens mal dans le monde politique? Merci à tous. C'était un moment formidable, je trouve, parce qu'on a beaucoup parlé ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de prises de parole. Je me rappelle de journées d'été dans d'autres parties où on écoute les sachants et où personne dit quoi que ce soit.
Là, c'était très participatif. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire grandir toutes vos idées, toutes nos idées, et puis qu'à un moment ou à un autre, on puisse être fiers de nos femmes et nos hommes politiques, et puis imaginer que la finance soit moins puissante. Merci à tous, très bonne journée d'été, demain et après-demain, et à très bientôt. Et dans le couloir, les aspirations dont je parlais tout à l'heure ont été affichées par nos amis. Donc vous pouvez commencer à regarder ce que les copains des autres comités locaux pensent vouloir faire de Nouvelle Donne et puis nourrir votre propre réflexion et comme ça on progresse ensemble. À plus.